Donc là, je peux déjà vous le dire, ce PEA bat le MSCI World, bat son benchmark, le stock picking dans son cas paye, et tu as fait une plus-value de %. On est vraiment sur une performance digne d'une crypto. Ce qui est sûr, c'est que quand moi je vois ça, j'entends la petite musique, et je pense que vous commencez à l'entendre aussi, la petite musique de l'alerte inflation. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un informaticien qui est full dans l'IMO. C'est parti. Informaticien de 51 ans, patrimoine brut 1,7 million d'euros, patrimoine net 1,4 million d'euros, 1,5 quasiment. Beaucoup d'IMO, bon là je vous l'avais dit, 92% d'immobilier. On est vraiment sur une partie écrasante de son patrimoine. Tant mieux ou tant pis, on va voir. Divorcé, 51 ans, un enfant, informaticien, 5 000 euros par mois. Je souhaite me mettre à mon compte d'ici quelques années. Information importante, ça veut dire qu'il y a un potentiel risque sur les revenus à moyen terme. Objectif, préparer ma retraite en générant un revenu passif de 5 000 euros par mois. En gros, tu veux pas baisser ton niveau de vie après ta retraite, ça me semble intéressant. Atteindre un patrimoine financier de 5 millions d'euros dans 25 ans. Alors là déjà, je pense que ça va être complexe parce qu'aujourd'hui ton patrimoine financier il est extrêmement faible. Enfin il est extrêmement faible, il est très faible par rapport au reste. Tout est dans l'immobilier qu'on va regarder. Peut-être que tu veux juste dire un patrimoine, mais on va regarder quand même. Optimiser la transmission à mon enfant, ok, ça c'est carrément faisable. Enfin la sémantique, c'est des donations qu'on va faire de son vivant pour justement ne pas faire de la transmission au moment du décès et donc se faire aligner au niveau des droits de succession. Rééquilibrer mon patrimoine, trop d'immobilier, effectivement, je souhaite investir en ETF et en crypto ou autre. Ok, c'est parti. Cash flow. On regarde son salaire, donc petit simulateur qui est gratuit, qu'on a créé pour vous. Logement, voilà, il est assez intéressant. Il est encore une fois, il est du coup pas propriétaire de sa résidence principale, comme pas mal d'investisseurs immobiliers. Donc il paye 2100 euros de loyer. Grosse partie, mais c'est assez classique finalement. Vie quotidienne, il vit bien, clairement. Là, j'ai vu un informaticien qui dépensait 500 euros par mois alors qu'il gagnait 8000. Je trouvais ça très peu dans la vie quotidienne. Là, on est sur quelqu'un qui vit déjà, qui se fait plaisir. Peut-être qu'il vit aussi dans une grande ville alors que l'autre vivait dans une petite ville, je sais pas. Nouveau groupe de dépenses, autre, mais là, on sait pas ce que c'est, les 500 euros. Abonnement, internet et sport. Donc, ça laisse quand même pas mal d'investissement. On sait pas là actuellement si tu investis déjà, mais tu as un taux d'épargne disponible de 21%, soit 1000 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Aucune stratégie, je rembourse seulement mon prêt immobilier. Non, mais dis pas que t'as aucune stratégie, t'as une stratégie d'immobilière. T'as une stratégie d'immobilier, donc ça c'est déjà un premier point important. Maintenant, je pense que ce qu'il va falloir ajouter là, au vu de tes objectifs, qui sont quand même très ambitieux, c'est le pan effectivement financier. Quelle stratégie bâtir sur le long terme, quand investir en ETF, crypto et autres, comment faire conseiller de manière régulière, family office, autres. Parce qu'un family office, c'est une structure qui va être... Vous avez plusieurs types de family office, mais en gros, c'est des structures pour les grandes fortunes. Vous avez un multi-family office, donc c'est plusieurs familles qui vont passer par la même structure pour mutualiser les coûts. Et vous avez le single family office, qui est vraiment dédié à une famille. Et donc là, typiquement, la famille Arnaud, la famille Pinault, les grandes fortunes ont un single family office. Et donc des gens à plein temps qui gèrent leur fortune. Ça, c'est vraiment le top du top en termes de personnalisation. Les gens sont vraiment que là pour vous et vous avez toute une équipe qui gère votre argent. Mais vous pouvez vous faire conseiller de façon très compétente sans passer par ça. Comment transmettre le goût de l'effort à mon enfant, l'éduquer sur le fait que c'est grâce au travail des générations précédentes et moi-même qu'il peut recevoir ce patrimoine conséquent. Je pense que ça, c'est une question philosophique extrêmement importante. Moi, il y a un livre qui me fascine qui s'appelle Les Buddenbrook. Je vais vous montrer la couverture parce que c'est vraiment un de mes livres préférés, d'un de mes auteurs préférés. C'est l'histoire de... je vais pas faire Père Castor, mais en gros, c'est l'histoire d'un marchand à Lübeck, qui est une ville dans le nord de l'Allemagne, donc qui fait fortune sur la première génération. La deuxième génération commence déjà un peu à dilapider la fortune. La troisième génération envoie tout au tapis et termine de façon misérable. Et il y a pas mal d'études en fait qui étayent ce fait en fait que c'est très dur de garder la motivation dans les générations, et donc la fortune s'étiole à mesure qu'elle se distribue aussi. Et surtout quand les héritiers naissent et qui sont déjà riches, ils n'ont pas le goût du travail. Et donc voilà, tout part à volo. Donc c'est vraiment un sujet. Tu peux lire les Buddenbrook si tu veux voir ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'un bon exemple, c'est par exemple ce que fait Bernard Arnault, qui a vraiment mis ses enfants au travail dans les différentes entités du groupe. Et il a créé une espèce de compétition quand même entre ses enfants, pour en penser ce qu'on veut. Mais en attendant, ça travaille, ça bosse, et ça prendra les rênes du groupe. Et donc il y a vraiment une valeur travail qui a été inculquée. Et je pense que si tu en as déjà conscience, tu peux déjà le faire. Et plutôt voir le verre, là tu le vois à moitié vide, mais moi je le verrai à moitié plein. Tu as un très beau patrimoine, en fait ça va donner des opportunités à ton enfant, toi tu n'as pas eu, et ça je trouve ça fabuleux. Tu vas pouvoir payer ses études, mais c'est génial. Enfin, moi j'ai payé une partie de mes études, je trouvais pas ça génial de devoir payer un crédit. Si ça peut être pris en charge par les parents, tant mieux. Par contre effectivement après faut pas que ça soit open bar, on achète l'appartement, la voiture, le truc. Faut un peu serrer la vis, et il faut dire que voilà, au bout d'un moment concrètement tu te débrouilles, et évidemment on est là pour toi, mais tu te débrouilles. Après voilà, moi j'ai pas d'enfant, donc je suis un très mauvais exemple
pour dire à qui que ce soit comment éduquer. Mais c'est un vrai sujet et tu as raison de t'en occuper. Allez, on regarde ton patrimoine. On a vu très gros patrimoine, beaucoup d'immobilier qui vient écraser tout le reste. Très belle plus-value aussi là. Tu vois, 226 000 € de plus-value, c'est quand même très conséquent. Je vois souvent des gens qui veulent faire des énormes performances, mais ça décrit bien d'ailleurs pourquoi, typiquement, un client de family office n'aura pas le même objectif que quelqu'un qui a quelques centaines de milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros de patrimoine. Si vous avez 50 millions d'euros de patrimoine, votre objectif, c'est pas d'en avoir 100, c'est que vous en ayez 50 ajustés à l'inflation, en gros. Donc c'est de battre l'inflation, transmettre à vos enfants, transmettre à vos héritiers, en vivre correctement, mais c'est pas de faire x2, x10, x machin. Donc là, si on fait 15%, on est très content parce que déjà 15% sur un aussi gros montant, sur 1,5 million, ça fait 1,7 million. Et au final, 200 000 € de plus-value. Les biens immobiliers, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? A priori, c'est que du locatif. Non, t'as ta résidence principale quand même. Alors c'est étonnant. Pourquoi tu payes un loyer alors que t'as ta résidence principale? Peut-être que c'est une erreur dans le cash flow. En tout cas, t'as pas mal de biens. On va regarder les biens locatifs parce que c'est plus intéressant et on va surtout regarder les TRI. Les TRI sont... il y en a pas là. On n'a pas réussi à le calculer. Mais en tout cas, t'as 1 000 € de cash flow mensuel. Ah oui, on n'a pas calculé le TRI parce qu'en fait, t'as pas mis la date d'achat. On peut pas projeter les flux. TRI, c'est vraiment quelque chose qui se calcule on le calcule sur 15 ans. Donc, des très beaux cash flows. Renta pas terrible, mais il y a quand même un cash flow qui sort parce que ton emprunt est remboursé. Encore une fois, donc le TRI sera pas terrible parce qu'il n'y a plus d'emprunt dessus. Toujours pareil, s'il y a du levier, le TRI est largement meilleur parce qu'en fait, c'est pas votre argent qui finance le crédit, c'est l'argent de la banque et c'est le locataire qui rembourse. Donc c'est un peu magique. Là, c'est un peu pareil. Je sais pas si tu as lié en fait tes emprunts. Ce que vous pouvez faire sur Finari, en fait, c'est que vous pouvez lier les emprunts à un bien. Donc là, si je regarde en face, il y a pas mal de prêts qui, à mon avis, correspondent à tes biens. Mais vu que tu les as pas liés, d'une part, tu n'as pas la détention nette, savoir la détention réelle de ton bien. Si à l'instant T, là, tu devais revendre, combien tu pourrais toucher concrètement? Ça serait évidemment, faudrait déjà rembourser les capitaux restants dus. Donc, tu vois, ça c'est important et ça vous permet de voir vraiment le remboursement dans le temps, ce qui reste en termes de mensualité. Mais en tout cas, c'est des opérations qui ont l'air plutôt rentables, mais encore une fois, je pense qu'il y a... tiens, là, tu l'as lié. Donc là, tu l'as bien lié. On voit que le cash flow est légèrement négatif, mais franchement, c'est pas du tout catastrophique. Très beau TRI par contre, quasiment 16%. Donc ça a l'air d'être des bonnes opérations. Je pense que sur l'immobilier, t'es très costaud. Que tu pourrais faire du coup, alors malheureusement, on n'a pas les dates d'achat, mais c'est vrai que le LMNP, c'est intéressant. Si tiens, là, on a une date d'achat, ça va faire 7 ans que tu es dessus. Au bout d'un moment, les avantages, notamment l'amortissement, commencent à un peu battre de l'aile et ça peut être intéressant de faire une rotation, donc de sortir en vendant le bien, surtout que là, c'est quand même un peu surprenant que tu sois en moins-value. Mais bref, tu peux faire une opération, tu sors et soit tu relances le compteur avec un nouvel appartement, soit t'en profites pour diversifier et donc investir dans d'autres choses. Mais ça pourrait être intéressant vu l'âge de tes biens. Je pense qu'il faut que tu vois avec ton comptable si l'amortissement est pas un peu en bout de vie. De mémoire, c'est 8 ans c'est à partir de 8 ans qu'il faut commencer à vraiment se poser la question. Les livrets, pas mal de cash sur des divers livrets. Il y en a énormément. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des livrets pro, il y a les livrets, je crois que tu es divorcé. En tout cas, il y a beaucoup de livrets et il y a beaucoup de cash sur des comptes bancaires. Ce qui est sûr, c'est que quand moi je vois ça, j'entends la petite musique et je pense que vous commencez à l'entendre aussi, la petite musique de l'alerte inflation. Je vous rappelle que si vous ne battez pas l'inflation qui est en ce moment aux alentours de 4%, c'est monté hyper haut, là c'est un peu en train de redescendre, vous perdez du pouvoir d'achat, donc vous n'êtes pas du tout en sécurité sur un livret, c'est vraiment c'est un faux sentiment de sécurité. Donc à choisir entre le livret, si je veux être sûr, moi je ferais plutôt du monétaire où j'ai le taux le taux overnight s'appelle l'ESTR, STR, et là on est à 3,9%. Là au moment où je fais la vidéo, vous avez les fonds euros boostés en ce moment qui payent 4,6%, d'ailleurs t'en as. Si vous voulez vraiment pas prendre de risque, mettez-vous plutôt sur des fonds euros. Je rappelle que l'assurance vie, c'est pas une enveloppe où l'argent est bloqué. Alors oui, vous perdez l'avantage fiscal, vous n'avez pas d'avantage fiscal, mais je rappelle qu'il n'y a pas de notion d'argent bloqué. Donc vous pouvez très bien mettre sur le fonds euro et ensuite retirer si vous en avez besoin plus tard. Ça peut être intéressant. Et surtout, vous pourrez arbitrer du fonds euro vers les unités de compte, donc les actions, les obligations, les ETF, etc. si vous voulez prendre plus de risques. Allez, on regarde les actions. Donc, t'as un PEA. Je pense que ça, c'est un PEA PME et t'as une assurance vie. Donc là, t'es full crédit agricole. De mémoire, le PEA crédit agricole est pas trop mal, assez étonnamment. Et la performance de dingue. Alors en plus, t'as rendu hommage à ta banque et t'as acheté du crédit agricole. Alors là, faut quand même qu'on regarde quand est-ce que t'as acheté parce que c'est assez dingue. T'as acheté du crédit agricole à 5 euros. Combien 5,49 € et t'as fait une plus-value de 167%. On est vraiment sur une performance digne d'une crypto. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça donne le cours? Non, sur 3 mois, ça nous intéresse pas trop. Je pense que sur un an, on devrait peut-être voir, même pas sur un an, donc ça fait un petit moment que t'as acheté. Ouais, alors, non, t'as même acheté il y a beaucoup plus longtemps, je pense. Ouais, t'as dû acheter, si t'as acheté en 2020, t'as vraiment acheté le bottom absolu. Là, faut savoir que c'est le cours de clôture, mais dans la journée, il y a pu avoir, en plus, c'est le cours de clôture. Oui, voilà, c'est par mois, là, donc il y a énormément de volatilité. Mais je pense que c'est soit en 2020 que t'as fait ce très bon coup, soit, ouais, non, ça doit être en 2020. Donc, t'as vraiment acheté le plus bas absolu, et maintenant, magnifique position. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant. Donc là, je peux déjà vous le dire, ce PEA bat le MSCI World, bat son benchmark, le stock picking, dans son cas, paye. En plus, les bancaires, c'est des valeurs qui distribuent énormément de dividendes. Donc, tu en as deux. Je pense que si on regarde le dividende du Crédit Agricole, il doit être assez sympa. La Banque centrale, Banque centrale européenne avait mis des limites en termes de dividendes suite au Covid pour éviter que les entreprises, enfin les banques soient un peu à sec et que surtout les particuliers comme vous et moi ne perdent pas d'argent. Voilà, ces limites ont été levées et aujourd'hui, on est sur un dividende annuel de 7%. Donc, c'est vraiment très, très rentable. Après, voilà, c'est une valeur. Si on regarde le Crédit Agricole, sur le maximum ici, c'est depuis 2001. Concrètement, vous avez perdu de l'argent. Donc toi, tu as juste fait le... Ah non, tu as peut-être acheté aussi encore avant, en 2011. Mais en tout cas, tu as fait un très bon coup. Et maintenant, tu as un super yield, un super rendement de dividendes. Donc hyper intéressant. Si tu as confiance dans le management et tu penses que le Crédit Agricole pourra continuer à performer, il n'y a aucune raison de vendre en fait. Tu as fait un très bon coup aussi sur Aéroport de Paris, qui a littéralement décollé. Et je pense que tu es peut-être aussi rentré au moment du Covid. Aéroport de Paris, qu'est-ce que ça donne sur 5 ans? Non, même pas, hein, t'es rentré encore avant. Regarde Max, oui, ça fait beaucoup plus longtemps que t'es dedans, tu dois être dedans depuis 2009, quelque chose comme ça. T'as acheté au moment de la crise financière en fait. Mais t'as acheté à 44, voilà, hein, magnifique perf. Donc super PEA, très bon contre-exemple d'un PEA qui bat un PEA ETF. C'est assez impressionnant. Tu disais que tu voulais mettre des ETF, là tu pourrais, t'es très loin du max, donc tu pourrais encore, tu vois, t'as 21 000 euros de plus-value dans ton PEA, c'est-à-dire que t'as versé 24 000 euros. Là tu peux verser 120 000 euros concrètement et tu pourrais très bien dire que tu mets tout sur des ETF. Alors lequel choisir? Il y a plein d'options et en fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on a comparé la performance du MSCI World, qui est vraiment le classique. Je pense que vous en avez tous marre de m'entendre parler du MSCI World, et on l'a comparé au MSCI World Quality, qui concrètement, via une méthodologie un peu obscure, va éliminer les boîtes qui ne fonctionnent pas, qui sous-performent. Et on voit que ça surperforme le MSCI World classique vanille depuis 2009. Et de façon assez significative. Hein. Il y a quasiment 80 points de différence en 2024. Bon, après, il fallait faire toute la période. Mais on voit que ça pousse. Donc ça, c'est quelque chose qui existe sous forme de TF chez plein d'émetteurs. Ça peut être intéressant. Matrice de corrélation, bon, ça, c'est un classique. Maintenant, on voit que tes titres sont quand même assez corrélés, mais c'est normal parce que tu as plusieurs valeurs bancaires. Donc forcément, ça bouge très, très fort ensemble. Et d'ailleurs, on voit Société Générale, GLE, Crédit Agricole, ACA. Évidemment, la corrélation est extrêmement forte. C'est des valeurs bancaires, ça bouge ensemble. Qu'est-ce qui bouge? Pas du tout ensemble. Par contre, tu vois, la valeur la moins corrélée, c'est Engie et Aéroport de Paris. Voilà. L'énergie et le transport ou le tourisme, on peut voir ça comme on veut, qui sont relativement peu corrélés. Mais ton portefeuille est quand même très concentré. Mais je trouve que pour un portefeuille de stock picking, c'est logique. Je trouve ça plus cohérent que d'avoir 150 valeurs en portefeuille, puisqu'en fait, tu dilues ta conviction. Là, tu as une conviction très forte, tu as très peu de valeur, ça paye. Tu as un PEA PME, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Je rappelle que vous pouvez cumuler les plafonds et donc monter jusqu'à 225 000 euros sur PEA plus PEA PME. Et dans l'assurance vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je ne connais pas ce fonds, ça m'a l'air d'être une SCI peut-être, vu le nom. Non, c'est un OPCI. Okay. Ça, c'est une foncière cotée de chez Amundi. Je vous dis n'importe quoi, non, c'est bien ça. Bon voilà, vous connaissez mon avis sur les frais, 2,10%. Je trouve pas ça forcément top de mettre autant sur un support aussi chargé en frais. D'ailleurs, tu parlais de transmettre ton patrimoine, donc faire de la donation, optimiser la transmission, donc la donation. Ça peut être intéressant de le faire avec une assurance vie. Tu as déjà ouvert le support, c'est très bien. Tu auras un abattement de 152 000 euros par enfant. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez transmettre 100 000 euros tous les 15 ans. Vous pouvez faire des présents d'usage. Vous pouvez transmettre du cash, 31 000 euros grâce à Sarkozy, que je salue. Vous pouvez aussi vous pouvez faire plein de choses. Bref, il y a vraiment plein d'options. Je rappelle qu'en plus, les 152 000 euros, c'est par enfant, par parent. Donc bon, toi, t'es pas dans ce cas-là, mais si vous êtes deux dans le couple et que vous avez 2 enfants, en fait, vous multipliez la somme par 4. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est au niveau de l'assurance vie. Et les donations, faut les enchaîner, faut lancer le compteur dès maintenant. Faut aussi démembrer votre résidence principale. Enfin, vraiment, faites-vous accompagner là-dessus. C'est hyper intéressant. Je croise souvent des gens qui ont des très gros patrimoines et je peux vous
vous dire que c'est géré au cordeau depuis très longtemps. Il y a des donations en liquide tout le temps. Enfin, tout est maximisé pour que vraiment il n'y ait pas 1 euro de trop de droits de donation qui soit payé. Et on est dans le cadre de la loi là. Au contraire, quand je vois des patrimoines un peu plus modestes, c'est n'importe quoi. On laisse tout filer et le jour de, malheureusement, du décès, eh bien, c'est les héritiers qui se font assommer. Donc, anticipez ça. C'est vraiment un très beau cadeau que vous faites à tous vos héritiers. Et en plus, ils peuvent déjà en profiter dès maintenant parce que vous pouvez faire des donations de votre vivant. Peut-être un peu méconnu ça encore. Crypto, c'est vrai que t'as investi sur Finari Invest, notre nouvelle offre d'investissement. Vous pouvez faire du DCA comme on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire du lump sum. Tout est possible. Vous avez 25 cryptos et donc toi, tu as investi dans quoi? Bitcoin, Ethereum. Je vous avoue que 90% de nos utilisateurs investissent dans les 2 rois, comme on les appelle, ou les 2 reines. On pourrait aussi les féminiser. Ce qui est sûr, c'est que 280 euros de crypto dans un patrimoine de quasiment 2 millions, si tu as une conviction, oui, tu peux mettre plus. Ça, il n'y a aucun doute. On voit que tu as un taux d'épargne qui est quand même assez sympa. Enfin, que tu as un taux d'épargne disponible qui est assez sympa. Donc, tu vois, on pourrait très bien dire que tu mets 80% de ton épargne mensuelle sur des actions, 20% sur de la crypto, par exemple. Voilà, ce serait une option possible qui me semble pas déconnante. Après, si tu as une conviction plus forte sur la crypto, évidemment, libre à toi de mettre le curseur là où tu veux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place et pour mettre un petit peu plus que 280 euros, ce qui est vraiment peanuts dans ton patrimoine. On voit que tu as juste testé. Tu as des cartes de crédit. Bon, ça, c'est vrai que on appelle ça des cartes de crédit, c'est un peu un abus de langage. En réalité, c'est des cartes à débit différé. C'est pas vraiment des cartes de crédit. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur votre carte, il n'y a pas marqué crédit dessus parce que en France, c'est assez rare, c'est plutôt américain. Ces cartes à débit différé. Ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de prendre une carte avec laquelle tu as des avantages. Il y a plein de cartes, type Amex, qui payent en fait, qui te donnent des miles en fonction de tes dépenses. Et donc, ces miles, soit tu as des points Amex, tu peux les convertir en miles ou acheter d'autres choses avec. Mais bon, généralement, c'est très inintéressant d'acheter d'autres choses. Il faut vraiment utiliser sur les miles. Mais tu peux acheter les miles de toutes les compagnies ou alors tu peux prendre des cartes co-brandées. Et là, tu peux prendre une Amex avec Air France, il y a plein de compagnies qui ont ça. Et ça te donne l'opportunité t'as un booster de miles. Et ça peut être intéressant. Voilà, si vous dépensez pas mal par carte tous les mois, regardez quand même du côté des cartes Amex ou autres pour aller chercher des petits avantages. C'est un peu un cashback version boomer, mais c'est assez intéressant. Si vous voulez vraiment aller encore plus loin et que vous avez une entreprise, prenez une Amex pour votre entreprise et payez vos factures avec. Et là, vous pouvez vraiment aller maximiser. Et concrètement, vous pourrez voyager gratuitement dans le monde en business. C'est quand même plutôt sympa. Alors du coup, ta question, c'est quelle stratégie bâtir sur le long terme? Et en parallèle, tu te demandais aussi comment te faire accompagner. Pour information, alors je pense que tous les jours, c'est pas une blague, tous les jours depuis que je crée Finari, mais depuis plusieurs années maintenant, je reçois des messages de gens qui me demandent de les accompagner sur la gestion de leur patrimoine. Donc on a décidé de lancer une offre pour ça. On communiquera bientôt dessus. On va vraiment faire quelque chose d'assez unique. Utiliser toute la technologie qu'on a à notre disposition pour vous donner un service hyper haut de gamme à des coûts imbattables et surtout sans le vernis des banques privées et qui sont... Enfin voilà, il n'y aura pas de grosses moquettes chez Finari, mais il y aura vraiment de la valeur pour ce que vous payez. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous proposer si ce n'est que inscrivez-vous sur Finari si vous voulez être informé. Si vous êtes membre Finari Plus, évidemment, vous serez informé en priorité, mais ça sera un service qu'on proposera très bientôt et on commencera par les patrimoines relativement importants parce qu'on va se roder et ensuite on va vraiment scaler ça. Et donc ce qu'on a fait, et ça c'est vraiment intéressant pour toi, je pense, c'est qu'on a regardé tout simplement une allocation, l'allocation moyen des family office. Donc je rappelle, c'est les structures qui gèrent les grosses fortunes. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un agrégat, donc faut pas forcément lire trop de ça. Et faut aussi garder en tête que toi tu nous dis que tu veux atteindre 5 millions d'euros de patrimoine. L'objectif d'un client de family office n'est pas d'augmenter son patrimoine, c'est de le protéger de l'inflation, peut-être d'aller chercher un petit peu de perf et de le transmettre. Donc c'est très différent. Donc forcément, c'est pas du tout les mêmes profils de risque. Mais donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des actions cotées, ça peut être ce qu'on appelle du titre vif, des actions. Par exemple, toi, tu as du crédit agricole, ça peut être aussi des ETF. Ils font de tout, il n'y a aucune religion. Eux, ils aiment bien, généralement, ce que j'ai vu dans les gros patrimoines, c'est qu'ils aiment bien détenir les titres en direct. Ils préfèrent détenir les titres plutôt que d'acheter trop d'ETF, mais on voit les deux. Toujours du cash pour saisir les opportunités, rentrer sur des phases de marché. Il y a quand même pas mal d'activités, c'est assez actif comme gestion, je trouve. Typiquement, pendant le Covid, moi, c'est vraiment des amis en family office qui m'ont dit qu'ils repassaient à l'achat, alors que tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Eux, ils nous disaient on repasse à l'achat sur les pétrolières, on repasse à l'achat en général sur le marché parce qu'on a perdu 30% et statistiquement, en fait, oui, peut-être que c'est la fin du monde, mais ça reste quand même un très gros drop. Donc, on se positionne. Donc, pour
ça, faut avoir des liquidités, des obligations, et donc là c'est assez intéressant. Donc ça c'est concrètement des titres de créance, des bons du trésor français, allemand, américain, de l'investment grade, ça c'est vraiment les obligations les plus sûres, hein, en tout cas les obligations d'entreprise les plus sûres. Après vous avez du high yield, et ça c'est les obligations qui sont notées au-delà d'un certain grade. Vous savez, vous avez la notation AAA, AA, etc. D'ailleurs la France n'est pas AAA, il n'y a que 7 pays dans le monde ou 8 pays dans le monde, non 11 pays, je sais plus c'est 11 ou 8, mais vous regarderez. La France n'en fait pas partie, le Luxembourg en fait partie, Singapour en fait partie, la France c'est AA+, de mémoire. Ça change en fonction, il y a plusieurs agences, Moody's, Fitch, etc. Du coup il y a de l'obligataire évidemment, un très intéressant en ce moment, vous pouvez avoir des taux vraiment très sympas, plus 6-7%. Private equity, et là vous voyez qu'en fait il y a plusieurs classes d'actifs au sein du private equity. Vous avez le buyout qui est vraiment le métier historique, hein, c'est ce qu'on appelle du LBO, on rachète une société en l'endettant et derrière on va mettre de la croissance à fond et on la revend au bout de 5 ans. Vous avez du growth qui est un peu différent, qui est soutenir des sociétés qui sont déjà en croissance, et après vous avez du venture, du VC, et donc typiquement c'est un fonds de venture par exemple qui a financé, enfin c'est plusieurs fonds de venture qui ont financé des entreprises comme Finari, mais toutes les startups quand elles lèvent des fonds en fait c'est des fonds de venture qui investissent, qui est une sous-poche du private equity. Ensuite vous avez de l'infra et de l'immobilier, peu d'immobilier en direct parce qu'en fait au bout d'un moment on va pas acheter 50 immeubles dans Paris, c'est juste trop pénible à gérer, on préfère investir dans des fonds qui vont faire ça pour nous et être beaucoup plus diversifiés. Des hedge funds, alors ça c'est quoi? C'est des fonds qui littéralement ont pour mandat d'être un hedge contre le marché, et c'est vrai que la performance elle est pas terrible généralement, enfin elle est pas terrible, mais ce qui compte en fait c'est à quel point ça va changer le bêta du portefeuille, à quel point ça va être décorrélé du reste du portefeuille, et c'est vraiment des fonds qui vont avoir des stratégies, enfin delta neutre, il y a plein de stratégies, vous pouvez regarder. Ça c'est quelque chose qui est que accessible à partir d'un très gros ticket. Je pense que pour un investisseur particulier ça n'a aucun intérêt honnêtement. La dette privée, des matières premières et autres, et donc autres, bon là on voit cryptocurrency, enfin de la crypto, de l'art, d'immobilier côté, mais en gros le gros c'est vraiment les actions, les obligations, le cash et le private equity. Si vous voulez vous faire une allocation un peu grande fortune, mais que votre objectif c'est de développer votre patrimoine, c'est vrai que le plus intéressant, et que vous avez du temps, ça peut être intéressant de mettre du private equity, mais par contre vous êtes loqué pendant 10 ans, c'est des fonds qui sont fermés. Par contre c'est vrai que ça pourrait être intéressant du coup de mettre des actions côté, des liquidités, garder des liquidités, pas trop, mettre de l'obligataire. Mais vous voyez qu'il y a quasiment pas d'immobilier, donc c'est vraiment l'inverse de ton patrimoine dans ton cas. Donc je pense que le message ici il est assez simple, hein, c'est qu'il faut effectivement soit sortir de l'IMO pour rééquilibrer vers les actions, soit continuer à investir à fond dans les actions, rebalancer le cash, mais on voit que toi tu as aussi pas mal de cash qui va te permettre de saisir des opportunités, mais en tout cas rebalancer le cash vers les actions. Mais je pense que dans ton cas ça me semble indispensable à un moment de vendre peut-être un appartement pour un peu accélérer la transition, non pas énergétique, mais la transition de diversification d'un patrimoine très IMO à un patrimoine IMO action. Enfin action, je dis action, hein, ça peut être action et obligation. Du coup, tu avais une première question, c'était, enfin c'est pas une question, c'est un objectif de 5 millions d'euros. Donc on a pas mal bidouillé et en fait on voit qu'une option actuellement avec les informations qu'on a. Évidemment on n'a pas tous les paramètres, le but c'est pas du tout de faire du conseil, c'est plutôt d'éduquer. Ici, si tu vends tout, en fait, tout ce que tu as, je rappelle que tu as quand même 1,5 million d'euros d'immobilier. Alors ce qu'il faut regarder en réalité c'est l'immobilier net. Mais bon, t'as quasiment tout remboursé. L'immobilier net, c'est quoi? C'est l'immobilier... Enfin, le patrimoine net, c'est quoi? C'est patrimoine brut, moins les capitaux restants dus, donc moins les emprunts, moins le capital des emprunts. Parce que si vous remboursez votre emprunt maintenant, vous ne paierez pas les intérêts futurs. C'est pour ça qu'on raisonne toujours en capital restant dû. Bref, tu vends tout, tu vas voir Stéphane Plaza, tu fais un ménage de printemps. Du coup, tu te retrouves avec un patrimoine quand même assez sympa. Tu vas mettre 90% en bourse, 10% en crypto. Bon là, vraiment, je ne recommande pas de faire ça, c'est très très dangereux. Tu continues d'investir en parallèle, mais bon, on a pris en gros le cash flow qui te restait, 1000 euros par mois, et tu l'investis exactement pareil. T'investis sur 25 ans parce que t'es quand même jeune, t'as encore le temps, enfin jeune, 51 ans, donc ça sera pas tout de suite, mais ton objectif c'était 25 ans de mémoire, donc on est parti sur ton objectif. Rendement bourse 8%, rendement crypto, bon c'est toujours très dur, hein, on met 13%, est-ce que ça va être 20, est-ce que ça va être 2, on n'en sait absolument rien. Ce qui est sûr c'est que on part du principe que tu vas quand même rester sur des actifs relativement sûrs, Bitcoin, Ethereum, et que tu vas pas aller t'amuser sur des coins très exotiques qui peuvent avoir des performances de dingue, mais par contre qui peuvent aussi disparaître et partir à zéro. Imposition, on met 30%, comme ça c'est beaucoup plus simple, et derrière tu te retrouves avec un patrimoine gargantuesque de 6 millions d'euros, et tu pourrais théoriquement, si tu vendais une partie de ton patrimoine 4% par mois, générer un revenu de dingue de 20 000 euros par mois. Donc évidemment tu n'as absolument pas besoin. En réalité ton objectif c'était combien? C'est 5 000 euros, donc tu pourrais vendre 1% de ton patrimoine par mois et quand même avoir
la somme dont tu as besoin, un peu plus que 1%. Non, 1%, c'est quand même vraiment puissant. Ça montre aussi la puissance des marchés actions. Alors évidemment, nous on est sur une simulation simple, hein, on part du principe que ça peut qu'augmenter. Il n'y a pas du tout, on n'est pas sur un Monte Carlo où on fait tourner des simulations avec des données historiques, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un crack boursier au milieu et tu resets complètement la simulation? C'est complètement possible. Allez, deuxième simulation qu'on s'est amusé à faire, on est parti de ton patrimoine financier pur. Alors t'as 62, en gros t'as 62 000 euros d'actions, la crypto c'est peanuts, donc on a oublié. 100% bourse, du coup, tu continues à investir 10 000 euros par mois, non pas 10 euros par mois, 1000 euros par mois. 90% bourse, 10% crypto, on s'est dit pourquoi pas. Toujours 25 ans d'épargne, les mêmes hypothèses, et donc là, ça n'a plus rien à voir. On voit que vraiment, tu finis avec un capital avec un beau capital quand même, hein, 600 000 euros, 680 000 euros, mais on est très loin des 6 millions d'euros, donc forcément, hein, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même musique. Et enfin, on s'est amusé à faire une simulation où tu vends tes biens locatifs, tu gardes ta résidence principale, et du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, toujours les mêmes paramètres, ça donne 2,9 millions au bout de 25 ans. Forcément, c'est quand même costaud, mais encore une fois, ça illustre très bien ce que tu as très bien compris d'ailleurs, hein. Tu vois, tu as fait le constat par toi-même, c'est que là, si tu veux accélérer la création de richesse, il va falloir aller sur du financier. Si tu veux vraiment aller très loin, eh bien, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Tu vas sur des ETF, c'est le plus simple. Tu pourras aussi faire du private equity, mais je pense que déjà, se faire la main sur des ETF, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, éventuellement, allouer une poche à des actifs de ton côté. La crypto, pourquoi pas, pour aller chercher un peu d'alpha et peut-être aussi un peu de bêta, mais attention avec modération, à consommer avec modération. Et surtout, la question à te poser, c'est quel temps tu as envie d'y passer. Si tu as envie de t'occuper un petit peu de ça, en réalité, tu peux très bien gérer toi-même, ou alors peut-être que tu deviendras client de notre future offre. Et sinon, tu peux aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, plutôt un indépendant, parce que lui, il va être aux honoraires et non pas à la commission, donc il ne sera pas payé sur ce qu'il te vendra, il sera payé par toi, non pas par le producteur financier. Ça peut être intéressant. Je pense que pour un family office, ça ne vaut pas le coup. Je ne vois pas de complexité particulière dans le patrimoine, à part s'il y a une société derrière que je ne connais pas. Mais là, ça me semble un peu overkill, comme diraient nos amis américains. Je pense que tu seras très bien servi par toi-même ou par un bon CGP ou par Finari à terme. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, bravo d'avoir monté un si beau patrimoine. J'espère que tu réussiras à inculquer la valeur travail à ton enfant. On fera un bilan dans 10 ans. Dis-toi, si je fais encore des analyses patrimoine dans 10 ans, je sais pas ce que je raconterai. Hein. Je pense qu'on aura fait tous les profils du monde. Mais peut-être qu'on pourra faire que sont-ils devenus? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse ce format. On revient sur la stratégie. Un an après, on voit ce qu'ils ont fait. Eux nous disent ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie financière. On a eu des discussions avec des utilisateurs. Il y en a qui n'ont rien fait, il y en a qui ont tout changé. Et généralement, il y a eu... vraiment, c'est plutôt ça, un peu au milieu. On a fait des petits changements, mais on n'est pas allé très très loin encore. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous voulez postuler aux analyses de patrimoine, le lien est dans la description. Je fais une analyse comme celle-ci tous les dimanches. Je vous souhaite d'ici là des bons investissements. Soyez prudents et je vous dis à très vite. Ciao.